Bonsoir à tous. Il y a 3 ans, la Belgique entrait en confinement. C'était la première vague de la Covid-19, un virus dont on ne savait pas grand-chose à l'époque. Alors le télétravail, l'interdiction de circuler, les maisons de repos confinées, la pénurie de masques, le nombre de contaminations et de décès qui s'envolent. Vous vous rappelez sûrement de tout cela. 3 ans après, le virus a disparu de nos quotidiens et c'est tant mieux. Mais avons-nous tiré toutes les leçons de cet épisode ? Si une nouvelle pandémie venait à se déclarer, serions-nous mieux préparés ? Les hôpitaux pourraient-ils y faire face ? La chaîne de commandement serait-elle plus efficace ? Devrait-on à nouveau fermer les bars, les restaurants, les théâtres ? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà. Et pour répondre à ces questions, 2 invités. Marius Gilbert, chercheur en épidémiologie à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes aussi vice-recteur. Vous dirigez le laboratoire d'épidémiologie spatiale. Et on se souvient de vous, hein, vous avez été un visage très exposé pendant la gestion de crise. On y reviendra dans quelques minutes. Nathan Clumec, vous êtes infectiologue, médecin à l'hôpital Saint-Pierre, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB. Vous avez aussi été le conseiller de Philippe Claus, si je me souviens bien, pendant cette période, pour mettre en place un label Covid-Safe Ticket, un label Covid-Safe et un plan de ventilation. On y reviendra tout à l'heure. Première question, peut-être Marius Gilbert, on est 3 ans après. Le virus a disparu, c'est l'histoire ancienne. On peut être totalement rassurant ou on doit se préparer à le voir réapparaître un moment ou un autre ? Il n'a pas disparu. Le virus est toujours bien là, on le suit moins, on le voit moins, il a moins d'impact sur la société, on a comme ça le bénéfice comme ça d'un socle d'immunité assez large, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va sans doute pas disparaître, il fait partie maintenant des causes de maladies respiratoires et il n'est pas impossible qu'il y ait encore des petites remontées, mais qui seront vraisemblablement sans commune mesure avec ce qu'on a connu dans le passé. Ouais, on ne doit pas s'attendre à un variant qui serait particulièrement agressif dans les mois qui viennent, par exemple. Non, on peut toujours avoir des variants qui provoquent un peu des remontées ou des infections un peu plus sévères, mais je pense qu'il faut simplement dire que le virus n'a pas disparu. Il a disparu des radars médiatiques. Il y a eu toutes des choses qui sont passées depuis. Mais il est toujours là. Et il y a encore des gens qui se retrouvent en soins intensifs. Il y a encore des décès, mais dans des nombres qui ne justifient plus qu'on cherche à empêcher la transmission. Ouais, Nathan Clumec, donc un virus toujours là. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la vaccination contre la Covid-19, c'est quelque chose qui va désormais faire partie de nos vies, ou en tout cas à partir d'un certain âge, on aura régulièrement des rappels ? Je pense qu'effectivement, certaines personnes, en tout cas, bénéficieront toujours de la vaccination. Je pense que cette pandémie a mis en évidence le concept de fragilité aussi individuelle. Nous savons que les gens qui ont des comorbidités, ceux qui ont des traitements par chimiothérapie, des cancers ou infections chroniques, doivent être vaccinés, tout comme ils doivent être vaccinés contre la grippe. Donc je pense que c'est un concept intéressant en santé publique de se dire que le corona vient ajouter quelque chose en termes de protection des individus fragiles. Voilà, et donc on devra se vacciner à l'automne prochain, en tout cas, à l'automne suivant. Ça sera recommandé. La question est de savoir si le vaccin sera efficace sur les souches qui circulent. Et là, il y a une veille sanitaire. On analyse l'évolution de ce virus et l'industrie pharmaceutique est aussi prête à adapter un vaccin, comme elle le fait d'ailleurs pour la grippe. Alors, on va se replonger dans l'ambiance d'il y a 3 ans. C'était le 17 mars 2020. Sophie Wilmès annonçait des mesures qui allaient être d'application dès le lendemain. On écoute. Il a donc été décidé lors de ce Conseil national de sécurité de prendre des mesures renforcées. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements indispensables. Voilà. Petit extrait d'une longue conférence de presse qu'on a été très nombreux à suivre en direct. Nathan Clumec, cette annonce du confinement, donc cette première période avec des mesures très dures, elle avait été inévitable, vous pensez, à l'époque ? Je pense que c'était la mesure à prendre parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas l'agressivité de ce virus. On avait des informations qui venaient en particulier d'Italie qui étaient très inquiétantes. On avait peu de moyens de le contrôler. On ne connaissait pas son mode de transmission. On parlait à ce moment-là de transmission par contact alors que le mode principal est par des gouttelettes et des micro-gouttelettes. Donc, confiner était une mesure d'urgence si on voulait éviter une catastrophe. Ouais. Donc, on a eu raison de la prendre. Tout à fait. Et de nombreux États dans le monde ont pris ces mesures. C'était justifié. Est-ce que quand Sophie Wilmès prononce
ces mots-là et annonce ces mesures, vous étiez un peu comme moi et comme beaucoup de téléspectateurs, un petit peu KO ou pas? Non, je n'étais pas KO parce que, quelque part, c'était quelque chose qu'on attendait. C'est quelque chose qui avait déjà débuté en Italie. Et donc, on se disait, si on veut stopper la catastrophe qui est en train de venir, il faut le faire. Donc, personnellement, je n'étais pas KO, mais je comprends très bien que la population, les jeunes en particulier, les personnes vulnérables, se demandaient qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est sûr. Ouais. Cette annonce, Marius Gilbert, vous l'aviez vécue comment à l'époque? Ben, je me demandais un petit peu dans quoi on entrait, parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'autres options à ce moment-là, pour les raisons que Nathan vient de souligner. Mais donc on rentre en confinement, mais comment est-ce qu'on en sort? Et pour combien de temps? Avec toutes les inconnues qu'on avait à ce moment-là, moi, déjà là, je me demandais, tiens, qu'est-ce qu'on va faire après, quoi? Comment est-ce qu'on va pouvoir... c'est une chose d'arrêter toute la société en mesure d'urgence, mais... ça va être quoi les étapes pour redonner vie à la société? On ne peut pas rester comme ça pendant des semaines ou des mois. Donc c'était surtout ça, c'était une mesure avec un impact d'urgence, mais qui posait tout de suite la question de la sortie et de sa justification. Ouais. On est 3 ans après. Alors sur cette première mesure, visiblement il n'y a pas de débat, il fallait faire comme on l'a fait. Sur la suite de la gestion de la pandémie, il y a des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire et des choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait peut-être dû faire. Si vous devez prendre 1 ou 2 exemples, Marius Gilbert. Oh. Vous avez écrit tout un livre, je sais, sur la question. C'est le col, hein. Parce qu'en plus, il y a différentes phases. Et dans ces phases, il y a des enjeux qui sont très différents. Je pense qu'il y a toute une série de choses qui se sont mises en place dans l'urgence de la réaction à la première vague et dans l'urgence aussi du déconfinement. Toute cette approche par secteur, où on structurait un peu le mode de pensée, le mode de réponse, etc. L'ORECA, la culture. Voilà, et qu'après, on est dans le temps où on n'a jamais revisité les choses. On est resté très très fort dans le logiciel très semblable pendant l'entièreté de la crise, alors je pense qu'on aurait pu avoir adopté à certains moments des mesures... Moduler un petit peu les mesures certainement. En fonction des lieux, en fonction des risques de contamination et pas parce que c'est un secteur. Nathan Clumec, un regret, quelque chose qu'on aurait pu faire autrement? Je pense que ce que Marius vient de dire, c'est très important. On aurait pu moduler et ça aurait évité certainement une crise au niveau, par exemple, de la culture, qui a très fort souffert, au niveau des écoles, de l'enseignement. Moi, un regret que j'ai, c'est qu'il y avait 2 types d'experts. Il y avait les experts officiels, qui étaient mandatés par le politique, et puis il y avait les experts en dehors. Et ce que j'ai regretté, c'est qu'à aucun moment il y a eu une réunion de consensus. On aurait pu très probablement réussir, et d'ailleurs on en avait parlé à l'Académie de médecine, de dire on pourrait faire une journée où on invite les experts et que l'on se mette d'accord sur des mesures qui seraient consensuelles. On ne l'a pas fait, ce qui a créé des dissonances qui ont introduit une forme de confusion chez certains dans la population. Il y a eu parfois des batailles d'experts et notamment aussi des expressions d'experts dans les médias qui pouvaient être compliquées. Je n'irai pas jusqu'à la bataille, non, mais il y avait des opinions qui étaient plus nuancées, peut-être parce qu'il y avait plus de liberté aussi. Je pense que quelqu'un qui est en dehors d'un groupe officiel a peut-être une parole qui est plus libre et donc il peut l'exprimer. Et évidemment, il y a eu toujours les extrêmes, les négationnistes, les anti-vax, etc. Mais ça, je ne les qualifie pas d'experts. Ça, c'est l'expression, quelque part, un effet secondaire de cette pandémie. Alors, je vous propose de voir une déclaration, une citation. C'est celle de Philippe Devos, qui à l'époque était le président de l'APSIM, donc l'Association belge des syndicats médicaux. Il s'est exprimé dans la dernière heure. L'hôpital n'est pas guéri, il est toujours malade, il parle de maintenant. En 2023, le nombre de jeunes engagés dans le secteur est plus faible qu'avant le Covid. Il y a un déficit de main-d'œuvre qui se creuse malgré les différentes mesures. Et la crise a mis en lumière le côté essentiel des soignants, mais elle a également montré la pénibilité du quotidien. Je me tourne vers Nathan Clumec, donc le médecin. Il y a toujours une pénurie dans les hôpitaux. Est-ce que les hôpitaux sont mieux armés, mieux financés, mieux structurés qu'avant la crise ou pas? Il y a un plan du ministre Van den Broek de financer les hôpitaux d'une manière un peu plus optimale, mais cette crise a provoqué des déficits dans les institutions. Ils ont perdu de l'argent, ils sont actuellement endettés, encore plus endettés, mais il y a surtout un découragement.
il y a un découragement. Et je crois qu'on a raté une opportunité. Au début, je vous rappelle, enfin vous rappelez, on applaudissait les soignants, tout le monde était avec les soignants. Il y a des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Ouais. Il y a quand même eu un fonds blouse blanche, 400 millions, il y a une revalorisation des métiers, Oui, 600 tout à millions, fait. et il y a une légère remontée du nombre de travailleurs dans le secteur de la santé. C'est pas assez. Tout à fait, mais je pense qu'il y a une vision globale qu'il faudrait avoir, avec une revalorisation des différentes tâches qui amènent à un hôpital optimal. Et ça, c'est en cours actuellement, mais on n'y est pas. Et Ça veut donc, dire il y a quoi? un Ça veut dire qu'il découragement. faut mieux définir ce qu'est le rôle du médecin, le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière? Écoutez, le plan de financement est assez compliqué, mais il y a certainement des secteurs qui doivent être soutenus, en particulier les soins intensifs, les soins d'urgence. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est en cours de discussion et qu'il ne faudrait pas rater pour éventuellement la prochaine pandémie si elle survient. Alors, on retourne vers cette interview de Philippe Devaux, c'était dans la dernière heure. On va voir un autre extrait de cette interview qui concerne cette fois-ci les processus de décision et les rapports entre les politiques et les chercheurs. Et le reproche que je ferai aux politiques, dit Philippe Devaux, c'est d'avoir parfois instrumentalisé les avis des scientifiques pour justifier des accords ou des désaccords au sein du gouvernement. Mélanger la science et la politique, c'est jamais une bonne chose. Et très souvent, ça décrédibilise la science et ça permet aux politiques de ne pas assumer leurs décisions. Je me tourne vers Marius Gilbert. Vous avez fait partie, vous, d'un groupe, c'était le groupe des experts d'accompagnement de la sortie de crise, le GAY, si je me souviens bien de l'acronyme. C'est compliqué, les rapports entre les décideurs et les experts, ou vous avez eu le sentiment de travailler de manière libre? On a travaillé de manière libre. Je dirais que, en fait, je pense que ça fonctionne relativement bien quand chacun reste dans son rôle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une décision, celui qui porte la responsabilité politique d'une décision, c'est le politique. Et c'est vrai qu'il doit équilibrer des arguments de nature scientifique avec d'autres arguments parce que c'est lui qui porte la légitimité démocratique de la décision. Donc moi, je n'ai jamais eu vraiment de difficulté avec le fait qu'un politique s'écarte de recommandations qui ont été faites et en assume la responsabilité, pour autant qu'il y ait une bonne transparence sur les recommandations qui lui ont été données et qu'il, de certaine manière, que lui se porte responsable de la manière dont il s'est écarté de ces recommandations. Donc quand chacun reste dans son rôle, on a quelque chose qui est assez sain. Les difficultés surviennent quand les experts commencent à se mêler de politique, ou quand les politiques commencent à dire « oui, mais regardez, c'est tel argument, etc. » et ils mobilisent certains arguments, parfois pas de la manière la plus appropriée. On a essayé quand même plusieurs modèles au cours de ces 2 années. Donc d'abord, c'était le Conseil de sécurité. Après, il y a eu les fameux CODECO, les comités de concertation qui associaient les régions et les communautés. Même les groupes d'experts, ils ont changé à plusieurs reprises de dénomination et de composition. Avec le recul, est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire, ou est-ce que, par exemple, on devrait dire, tiens, on va nommer un manager de crise, et ce manager de crise, il va gérer toute la crise, y compris dans son versant politique, et ce sont des décisions qui s'imposeraient à tout le monde. Certains pays ont fonctionné comme ça pourrait s'appliquer à la Belgique ou pas? On s'est rapproché de ça avec le commissaire, qui a été mis en place plus tard. Donc le commissaire Corona, c'était déjà à la fin de crise. C'était déjà la fin de crise, mais ça a quand même amélioré, je dirais. C'est-à-dire que les experts étaient plus, je dirais, aussi forts, je dirais, à l'avant-plan. On a bien vu dans la deuxième partie de la crise qu'en fait, c'était beaucoup plus le ministre et le commissaire qui étaient en première ligne, à la fois de les décisions et de leur... peut-être plus de place que Magui de Bloch. Ça, c'est un autre aspect plus politique. Mais le commissaire aussi servait, je dirais, de point d'interface, je dirais, entre les experts et le CODECO. Et il articulait un petit peu les informations entre les experts, le CODECO et le ministre. Et ça a facilité pas mal de choses, je pense. Nathan Clumec, sur ce processus de décision et sur l'interface expert, science, médecine, politique, il y a des choses qu'on devrait revoir? C'est-à-dire qu'on peut dire que la Belgique n'a pas trop mal fonctionné, mais il y a 2 éléments essentiels. C'est la transparence et la pédagogie. Et ça, je crois qu'il y a des progrès à faire si on se retrouve dans cette situation-là, parce qu'il n'y a pas de problème pour que le politique prenne une décision différente des scientifiques, mais alors il doit l'expliquer. Il doit l'expliquer et elle doit être compréhensible par la population. Et ça a manqué. Ça a manqué. Quand on a parlé des masques et qu'on a imposé les masques... Je me rappelle très bien, on avait dit les masques dans la rue, même si vous êtes tout seul à promener votre chien, vous mettez un masque. Oui. Au début, on avait dit pas de masque. Au début, on ne va pas rentrer là-dedans. Bon. Mais les gens ne comprenaient pas, parce qu'ils disaient, mais s'il n'y a personne autour de moi, etc. Donc, il fallait expliquer et il fallait être transparent. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué. Ouais. On a quand même eu le sentiment, Marius Gilbert, que
en Belgique, on copiait un petit peu ce qui se passait en France et aux Pays-Bas. C'était un peu systématique. Il y avait une décision prise par Emmanuel Macron. On l'appliquait 2 ou 3 jours plus tard chez nous. C'est pourquoi ? C'est parce que c'est la science et les expertises qui arrivaient au fur et à mesure qu'on découvrait cette pandémie, où il y avait un peu un effet d'imitation politique. Non, je pense qu'il y a des effets. Il y a à la fois tout le monde qui est confronté un peu au même problème au même moment, qu'il y a des effets d'entraînement. Et il y a certains pays qui ont bénéficié en fait, de cet effet d'entraînement, notamment des pays qui ont été touchés un peu plus tard par les vagues épidémiques dans la première phase et qui n'ont pas eu de peine, je dirais, à imposer des mesures très fortes à leur population alors qu'ils n'avaient pratiquement pas de cas chez eux. Donc ils ont confiné plus tôt. Parce qu'ils bénéficiaient, je dirais, d'un grand mouvement européen de confinement. Et ces pays-là n'ont eu presque pas de surmortalité. Donc c'est pas facile de prendre une décision de prévention qui soit en grand décalage par rapport à ce que la population est prête à entendre. Donc il faut bien se rendre compte de l'importance d'une décision comme celle-là. Et donc la notion de justification et de proportionnalité est déterminante. Et effectivement, lorsqu'il y a plusieurs pays qui prennent des décisions analogues, c'est plus facile de prendre le train ou d'être dans un train collectif, si vous voulez. Ouais. Il y a une pandémie demain. Il faut avoir une sorte de commissaire Corona tout de suite, un groupe d'experts de réserve tout de suite. Comment ça se passerait ? Ou est-ce que c'est l'Académie des sciences ou l'Académie de médecine qui doit pouvoir réagir ? Nathan Clumec. En tout cas, je crois qu'il faut tout faire pour éviter qu'il y ait des voix de dissonance. Je crois que c'est l'essentiel. Donc, comment le faire ? Bon, il y a une méthodologie auquel il faudra réfléchir. On n'est pas comme ça la réponse. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'experts dans notre pays, il y a suffisamment de compétences. Il faut prendre l'initiative, et c'est une initiative qui peut venir soit du politique, soit des autorités officielles, que ce soit les universités ou les académies. Mais il faut prendre cette décision au départ. Et à partir de ce moment-là, définir des procédures qui évitent d'avoir cette confusion ou ce manque de transparence. On a vu parfois les régions, les communautés, parfois des francophones qui voulaient fermer les écoles, les néerlandophones qui ne voulaient pas. Puis après, c'était l'inverse. C'est un peu la limite de notre système à la belge, Marius-Gilbert. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a beaucoup d'interlocuteurs, c'est un peu plus compliqué. Mais je voudrais quand même insister là-dessus. Je pense qu'il y a un modèle comme ça de conférence permanente, si vous voulez, sur l'idée qui se tiendrait avec les scientifiques, qui rassemble les experts, qui se réuniraient tous les mois, comme ça, par exemple, pendant la période d'une crise, sous l'égide de l'Académie ou des choses comme ça, serait un modèle qui serait très intéressant. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, mais il y a quand même une voie dont on n'a absolument pas parlé ici, et je voudrais quand même le souligner, c'est l'importance de la voie citoyenne. On a été dans une gestion de crise extrêmement verticale où on a des groupes d'experts qui, et c'est leur rôle, donc qui ont accès aux données, au savoir scientifique, qui décident et qui font des recommandations aux politiques, et puis on communique vers le grand public. Mais à aucun moment, on prend en compte un petit peu un certain nombre de savoirs et d'expériences qui, par rapport à des mesures qui touchent au quotidien des gens, peuvent être importantes à mobiliser. Dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Dont on ne mesure pas les conséquences. Et ça permet d'avoir des mesures qui sont parfois plus proportionnées ou plus adaptées, en tous les cas, à ce que les gens vivent réellement. Et donc là, je pense qu'il y a un troisième pôle qui est important à intégrer dans la réflexion sur des crises futures. C'est le pôle, c'est tout ce qui est, ça peut être les corps intermédiaires, ça peut être la citoyenneté. Et c'est là, il faut réfléchir à une manière d'aller chercher cette information-là aussi. Parce que sinon, on a des mesures qui se retrouvent parfois complètement déconnectées de ce que les gens sont prêts à mettre en œuvre. Alors, je me tourne vers Nathan Clumec. S'il devait y avoir demain une nouvelle pandémie, il y aurait peut-être un atout qu'on n'avait pas il y a 3 ans, c'est un plan ventilation. Il est en train d'être implanté. En tout cas, il commence à avoir des effets théoriquement obligatoires en 2024. C'est l'obligation d'avoir des appareils de mesure, détection du CO2 dans tous les lieux publics. C'est une bonne chose ? Ça changerait des choses ? Oui, évidemment que c'est une bonne chose. Je veux dire, on a un plan pour la qualité de la nourriture, on a un plan pour la qualité de l'eau, on a un plan incendie. Donc aujourd'hui, il y a une dimension supplémentaire, c'est la transmission par la voie aérienne. Et ça ne touche pas uniquement les virus, ça touche les polluants à l'intérieur des bâtiments. C'est aussi quelque chose qu'il faut traiter. Donc je pense que ce plan ventilation est un progrès essentiel en termes de santé publique. Bon, ce sera en 2025, c'est mieux que Donc 2024, il l'obligation de détection, et 2025, on doit dire ce qu'on a comme appareil de ventilation et traitement de l'air. Ce que moi j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de voix dissonantes qui disent on n'est pas financé, on ne sait pas comment on va faire. Et donc là, il y a peut-être une réflexion aussi à avoir sur l'implémentation de ce plan, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la loi,
il faut encore arriver à l'appliquer et donner les moyens de l'appliquer. Ça veut dire qu'il faut aider le secteur de la culture, le secteur de l'ORECA à s'équiper efficacement. J'imagine, oui. On avait parlé de partenariat, on avait parlé de l'implication des communes. Enfin, je veux dire, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il ne suffit pas d'écrire une loi. Ouais, dans la loi, il y a donc un certificat obligatoire à partir de 2025. Ça veut dire qu'on pourra savoir quels sont les lieux équipés, bien équipés, mal équipés. Ça veut dire qu'on pourrait, ce qu'on avait dit tout à l'heure, Mario-Gilbert, être un petit peu plus précis dans ce qu'on ferme, ce qu'on ne ferme pas. Ça peut être ça l'idée ? Mais en tous les cas, je ne connais pas les détails du plan au niveau de la granularité, ni s'il y a cette idée de label et de choses comme ça. Mais l'idée, a priori, c'est d'abord qu'on ne doit rien fermer. Ce serait possible, ça, avec une nouvelle pandémie ? Tout dépend des caractéristiques de cette pandémie. Si vous voulez, si on se retrouvait avec exactement les mêmes caractéristiques, il y a effectivement sans doute certains lieux qui, même avec la ventilation, pourraient rester problématiques. Mais je pense que l'idée, c'est surtout de ne plus devoir recourir à des mesures comme on a eu. Des mesures massives et par catégorie. Ça, c'est quand même l'objectif final, et d'être prêt, de pouvoir réagir plus vite, d'avoir des équipements, d'avoir toute une chaîne, je dirais, à la fois de prévention et d'intervention qui permettent d'éviter d'utiliser des mesures qui sont des mesures de dernier recours et qui ont un impact socio-économique majeur. Nathan Clumet, quand vous aviez travaillé pour la ville de Bruxelles, vous aviez très fortement insisté sur cette notion de prévention, sur cette notion de peut-être label qui pourrait permettre d'être un petit peu plus subtil dans la fermeture d'un lieu et pas d'un autre. C'est une voie qu'on est en train de suivre ou on la suit toujours avec retard ? Parce que je me rappelle, vous aviez aussi dit à un moment, mais enfin, on a proposé un plan, il n'est toujours pas adopté, et les politiques n'ont pas l'air de s'en saisir. C'est-à-dire qu'au moment où on était dans cette phase difficile, on avait des experts ventilation, on a visité des restaurants, on a visité des écoles, on a visité des bâtiments. Et donc, il y avait une démarche, il y avait des processus qui se mettaient en route avec une évaluation des coûts. Et tout ça est un petit peu parti en déliquescence quand la situation était moins aiguë. Il faut dire que la vaccination, en faisant chuter le nombre de cas, la pression est devenue moins forte. Et donc, quelque part, peut-être la ville ou les communes se sont dit, bon, on attend la loi qui évidemment va définir tout ça. Mais la rénovation des bâtiments pour la ventilation, c'est la même chose pour le climat. C'est un énorme problème. Comment isoler les bâtiments, Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose là d'essentiel qui nécessiterait qu'on investisse. Qu'on investisse. C'est donc la qualité de l'air. Est-ce qu'on doit se dire qu'on doit avoir la même remarque sur la qualité des eaux, la gestion des eaux usées, ce qu'on ingurgite aussi, parce que ça peut être aussi un moyen de transmission ? Mais tout ça existe. Je veux dire, on entend régulièrement qu'on a fermé qu'on a retiré tel ou tel produit parce qu'il était contaminé par des salmonella, par des listeria. Donc ça existe tout ça. Les moyens de contrôle existent. Il faut dire que dans notre société, on ne meurt plus, heureusement, de maladies diarrhéiques. Alors que dans les pays où il n'y a pas le contrôle de l'eau, la maladie diarrhéique est une première cause de mortalité. Le choléra a disparu dans nos pays, donc c'est la qualité de l'eau. Merci. Merci beaucoup. Nathan Clumet, donc épidémiologiste du CHU Saint-Pierre. Mario-Gilbert, chercheur en épidémiologie spatiale de l'Université libre de Bruxelles. Demain, dans cette émission, on parlera de TikTok et de la protection de nos données privées. Ce sera avec Axel Leguet et Antoine Delforge. Et puis je vous retrouve aussi demain matin dans Bonjour Bruxelles. On recevra notamment la ministre de la Culture, Bénédicte Linard. Continuez à bien vous informer et à demain.